En réalité, si les gens qui écrivent ces choses sur moi, s'ils avaient quelque humilité, ils auraient d'abord dû faire des recherches pour mieux connaître la personne sur qui ils sont en train d'écrire, n'est-ce pas? Je pense que ça leur aurait rendu la tâche beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où chacun sort, fait son Congossa sur l'autre. Nous passons notre temps, et c'est ça qui est désolant, à s'attaquer, à nous attaquer les uns les autres, et jamais à construire. Je dis jamais à construire. Au moment où le pays demande qu'on le construise, on passe le temps à nous attaquer les uns les autres et pas à construire. Nous avons passé 40 ans, quelqu'un a passé 40 ans comme cela, à nous diviser, à utiliser tous les ressorts de lui-même pour nous diviser. Il y a réussi parce que nous-mêmes on prêtait le flanc, n'est-ce pas, à cette division. Ouais. Et je vous dis, ce que je crains le plus aujourd'hui, c'est que les agents, les promoteurs de ces attaques, n'est-ce pas, de ces thèses conspirationnistes, de ces thèses complotistes, ne soient véritablement les agents du régime en face, n'est-ce pas, qui, faibles et vulnérables, utilisent effectivement ces gens pour diviser, n'est-ce pas, les forces de changement qui sont censées rester soudées. Mais je peux vous dire que, en ce qui nous concerne, nous, par exemple, dans le cadre de mon mouvement, Agir Acte, nous resterons une force de rassemblement. Nous resterons une force de rassemblement, pas une force de division. Parce qu'en ce moment, on a besoin de tous les agents, de tous les vecteurs de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. De tous les vecteurs de changement. Voilà. Ça nous ramène droit à un tweet que vous avez commis le 17 février, dans lequel vous dites, je cite, « 40 ans d'un leadership fondé sur la division et la corruption ont produit une société fracturée et d'exclusion, marquée d'énormes frustrations, inégalités et injustices. Tout cela s'est cristallisé en un potentiel dangereux d'extrémisme et de violence. Les forces du changement devront faire preuve d'intelligence pour apaiser et rassembler, et non attiser le poison semé de la discorde et de la haine. Tel est le défi complexe de l'héritage de ce régime. » C'est ce que vous avez dit le 17 février. Comme vous en doutez... Vous avez tout dit. Voilà. Comme vous en doutez, Président, une question qui est très attendue, celle relative à l'initiative Survie Cameroun. Oui. L'initiative SCSI que vous avez pilotée a fait couler ces derniers temps beaucoup d'encre et de salive. Vous avez été très peu disert sur la question, pourtant les interrogations sont grandes. Pour rappel, tout est parti d'un écart de chiffres constaté entre ceux apparaissant sur la jauge indicatrice des montants collectés sur la plateforme SCSI et les valeurs à vous communiquer par les gestionnaires de la dite plateforme. Absolument. Président, vous avez demandé un audit externe pour y voir clair. Audit dont on attend, après une note de synthèse donnée par l'auditeur, un rapport final. Pourquoi déjà un audit externe, alors que dans l'organigramme de SCSI que vous avez rendu public au lancement de l'initiative, il y a bel et bien des auditeurs en interne. Ça, c'est la première des interrogations que cet audit a suscité. Et puis cet audit qui finalement est sujet à caution aujourd'hui soulève des interrogations quant à la méthodologie du choix de l'auditeur indexé et même des missions ou termes de référence à lui soumis. Peut-on avoir l'éclairage de la voix autorisée que vous êtes sur la question, Président? Écoutez, je vais d'abord vous dire une chose. Conformément à l'engagement
que j'ai pris vis-à-vis des donateurs et de l'opinion de rendre les informations par rapport à l'audit, de la rendre publique. N'oubliez pas que lorsque je fais le premier communiqué pour dire qu'on va lancer l'audit, pour justement parler de ça, je prends un engagement de rendre les résultats de cet audit public. Je vous dis donc qu'il sera rendu, vous aurez dans les jours qui viennent, rapidement, un site où vous trouverez le rapport intégral de l'auditeur qui est prêt. D'accord? Mais vous trouverez en plus les termes de référence qui ont guidé l'audit. Vous trouverez le panel, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi l'auditeur, au contraire de ce que j'ai entendu. C'est un panel. Donc, ce n'était pas un choix unilatéral. Non, ce n'était pas un choix unilatéral ni personnel. Il y a un panel qui a été mis en place avec des représentants des donateurs des États-Unis, du Luxembourg, d'Europe, du Canada, et ainsi de suite, parce qu'on ne voulait pas signer. Ils ont choisi, sur la base des thèmes de référence, je pense qu'ils avaient 3 candidats. Ils ont donc choisi, ils m'ont fait un rapport. Et le rapport, leur rapport, c'est-à-dire leur compte-rendu, sera également dans le site. Je dois vous dire qu'il y a 3 candidats, mais ça, ce serait peut-être oublier de vous dire qu'on avait envisagé d'autres candidats. On avait envisagé d'autres candidats. Mes amis de la Banque mondiale m'avaient suggéré des candidats. Ces candidats, malheureusement, nous donnaient un timing, un calendrier qui ne correspondait pas au nôtre. On a même pris contact avec, quand on dit les Big Four ou le Big Five, on a même pris contact avec KPMG. KPMG, hein, c'est-à-dire la signature elle-même, vous allez comprendre. Mais eux, dès le départ, ils ont regardé un certain nombre de choses, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il y avait beaucoup de travail, ainsi de suite et tout, ils ont donné d'autres que je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est vous dire le souci qu'on a eu, n'est-ce pas, d'élargir même le panel, le spectre des candidats. Vous avez parlé des auditeurs internes, mais ce sont des auditeurs internes en management, c'est-à-dire que dans le management, les auditeurs internes, s'assurent du contrôle de gestion interne, c'est-à-dire qu'ils font partie de la gestion interne de l'organisation. En fait, ils attirent l'attention de la direction d'une organisation ou d'une entreprise sur les dérives possibles par rapport, par exemple, aux procédures qui sont prévues. Et d'ailleurs, vous allez voir les rapports justement de ces auditeurs par rapport à certaines dérives qu'ils avaient constatées au niveau de la gestion de ces plateformes. Et ils avaient commencé déjà à nous annoncer les risques associés à cela. Vous verrez le rapport. C'est un rapport qui contenait déjà un certain nombre de la mise en garde. Vous verrez dans ce document-là. Donc, c'est des auditeurs internes. À partir du moment où je fais un audit indépendant, ils ne peuvent pas être les auditeurs parce qu'ils sont partie prenante de la gestion. Maintenant, de la gestion, vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas indépendants. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche l'audit? Quel est le fait déclencheur de l'auditeur? Vous vous souvenez que pendant le rapport d'étape que je donne le 22 août, tout le monde voit qu'on a atteint 1 100 000 €, je crois, de collecte de fonds. Ça se lit sur les choses, tout le monde le voit. Nous sommes tous contents, Maurice et moi on célèbre, n'est-ce pas? Voilà, l'objectif est atteint, voire même dépassé. Et par rapport, immédiatement, on fait confirmer ce montant au niveau de ceux qui gèrent la plateforme. On fait confirmer ce montant.
par l'auditeur qui me renvoie, parce que je ne voulais pas annoncer, je voulais dire que confirme-moi, me fait confirmer ce montant. Nous sommes au mois d'août. Le 22 août. Le 22 août. Sur la base de ce montant, n'oubliez pas, si vous aviez suivi ça, on venait en même temps de faire la tournée pour la distribution du matériel médical. On a distribué le matériel médical, dont notamment les concentrateurs d'oxygène, qui sont absolument nécessaires, n'est-ce pas, lorsque les gens ont des détresses respiratoires, dans le cas de maladies, dont entre autres le Covid, absolument nécessaire quand des gens ont des détresses respiratoires. On a distribué ça à une quarantaine, voire plus, de 42 centres médicaux sur toute l'étendue du territoire, qui sont essentiellement, en fait, des centres confessionnels ou privés, dont vous voyez les réponses, les manifestations de joie et de satisfaction. C'est dans ce cadre que je rends compte le 22 août. Et quand je regarde le montant dépensé, je vois qu'il reste à peu près 410 000 euros. Et je dis sur la base, lorsque je soustrais les engagements, n'est-ce pas, à régler, il devrait nous rester un peu plus de 300 000 euros pour lesquels je commence à annoncer un certain nombre de projets, voire les forages, les couveuses et ainsi de suite. Le 30 août, non, le 22 août, ça c'était le 22 août, le 30 septembre, je reçois un mail de M. Djoko. Le mail n'a qu'un fichier attaché, sans rien d'autre. Le mail est attaché à moi et aux auditeurs. Donc, je peux être factuel le 30 septembre. Maurice est déjà séquestré. J'ouvre le mail et j'ouvre le fichier attaché. Je me rends compte que, en fait, il est en train de me dire qu'on a reçu à peu près 805 000 euros. Au lieu de 1 million 100 000 qui apparaît sur la jauge. Voilà. Lorsque je lui réponds, je ne mets pas simplement un reply to all, je ne réponds pas à tous. Je mets Maurice en copie. En lui disant que j'espère que tu te rends compte de la gravité de la situation. Qu'il y a un écart de plus de 300 000 euros qu'il faudra expliquer, n'est-ce pas, aux donateurs d'abord et à l'opinion. Maurice est complètement, en fait, il est atterré par cette nouvelle, parce que c'est moi qui lui apprends cela. Si je m'en tiens au fait, tel que je vous l'ai décrit là, c'est moi qui lui apprends, n'est-ce pas, ce différentiel de plus de 300 000 euros. Et je me souviens d'ailleurs de son exclamation, là où il est, que mon frère, c'est pas ça qui devait m'arriver maintenant. Et dans les échanges qu'on a à la suite de tout ça, c'est-à-dire auditeurs, lui, Djoko, Maurice et tout, j'ai dit, il n'y a qu'un audit indépendant pour préserver l'intégrité et la crédibilité de toutes les parties prenantes à cette opération auprès des donateurs et de l'opinion. Et il me semble que tout le monde est d'accord là-dessus. À partir de ce moment, pour aller vite, on s'engage à faire donc des thèmes de référence pour l'audit, qui sont circulés également parmi les gens que je viens de vous dire là. C'est-à-dire les thèmes de référence qui vont être, comment dirais-je, la base de travail, oui, base de travail de ceux qui seront choisis. Voilà, ça aussi, c'est circulé parmi les gens que je viens de vous dire là. Et donc, entre-temps, j'annonce donc, n'est-ce pas, publiquement, cette information et la décision qui est prise en accord avec l'initiateur, c'est le communiqué que vous avez, qu'on va lancer un audit par rapport à cette opération. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je dois vous dire que lorsque je le fais, l'audit n'a pas pour but de faire une chasse aux sorcières.
je n'accuse personne. Parce que je dois vous dire que quand on dit l'équipe technique, dont vous avez entendu parler à un moment donné, il y a, moi, avant que SCLC ne soit mise en place, vous vous souviendrez que il y a le MRC a eu en Europe à superviser, n'est-ce pas, une équipe qui a mis en place l'infrastructure technologique devant servir à collecter les fonds. Vous comprenez ce que je veux dire? Devant servir à collecter les fonds. Donc, c'est cette équipe que moi je désigne factuellement l'équipe technique du MRC. Parce qu'elle a travaillé, elle a même récolté les premiers fonds, n'est-ce pas, environ 400 000 euros, avant que nous ne prenions en tant que SCSI la gestion, n'est-ce pas, de l'opération. Et là, moi je crée, vous regardez l'organigramme, une équipe technique que j'appelle IT, qui est sous la supervision, qui était sous la supervision de Vincent Tchouenté. Ce faisant, nous n'avons jamais eu à gérer cette plateforme, cette infrastructure technologique. Attendez, pour notre compréhension, l'équipe IT que vous mettez en place dans le cadre de cette initiative et qui apparaît bien dans l'organigramme, oui, n'avait aucun regard, n'avait pas accès, n'a pas pu, à la plateforme. N'a pas pu, c'est pas qu'on n'ait pas demandé, n'a pas pu avoir accès. C'est-à-dire que cette plateforme a été entièrement et exclusivement gérée par l'équipe du MRC. D'accord. Voilà ce qui se passe. Et je dois vous dire que moi-même, en acceptant, comme beaucoup de choses, peut-être que je n'ai pas dit tout à l'heure, je tiens à revenir là-dessus. Quand je soutiens la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas le MRC que je soutiens. L'élection présidentielle est la rencontre entre un homme et un peuple. C'est cet homme que le peuple va choisir, ce n'est pas un parti politique. C'est-à-dire que si le MRC avait présenté un autre candidat, rien ne vous dit que je l'aurais soutenu. Mais alors, rien du tout. Et Maurice le sait. Et Maurice le sait. Ces choses-là, c'est entre lui et moi. Il le sait. Que c'est sa candidature. C'est sa candidature. Parce que quand je présente les critères, je ne suis pas en train de présenter les critères du parti. Je suis en train de présenter les critères d'un homme. N'est-ce pas? Les caractéristiques d'un homme. Et c'est pour ça que je suis en train de le choisir. Vous m'amenez un autre candidat, je ne le choisis pas. Mais il y en a certains qui viennent à l'occasion pour dire comment proposer d'être au MRC. C'est mon libre choix. J'avais avant cela démissionné du MRC. Du RDPC. Je vais dire du RDPC, excusez-moi. J'avais démissionné du RDPC. Celui qui a apporté ma décision, j'ai démissionné du RDPC. Je suis libre, comme je vous dis, d'aller dans le parti que je veux. Et mon choix de Maurice Kamto n'emportait pas la décision automatique d'intégrer le MRC. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Mon choix de Maurice Kamto n'emportait pas. Sinon, on n'avait qu'à refuser mon soutien. Sinon, on n'avait qu'à refuser mon soutien à Maurice Kamto. Parce que si la condition pour que je soutienne Maurice Kamto était d'intégrer le MRC, et que moi, je n'ai pas choisi d'intégrer le MRC, mais à ce moment-là, on n'avait qu'à refuser, n'est-ce pas, mon soutien de Maurice Kamto. Je vous dis, c'est Maurice Kamto que j'ai choisi. Et que s'il y avait un autre candidat, je ne l'aurais pas choisi nécessairement. Ça, il faut que je sois très clair là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je suis quelqu'un de libre. Je vous parle là de 43 ans de ma vie. De 43 ans de ma vie, à travers tout ce que je vous dis là, de difficultés, de vicissitudes, d'embûches. Et je n'aborde pas la politique à partir d'une frustration. Je n'ai jamais été frustré de ma naissance à maintenant. Je n'ai pas une vie de quelqu'un qui est frustré. Comprenez ce que je veux dire? J'ai mené ma vie comme je voulais. Et quand j'aborde la politique, c'est à partir de la générosité. C'est à partir de générosité. Je veux faire don de ce que j'ai pu accumuler.
des talents que la nature a pu me donner, n'est-ce pas, pour mettre ça au service. Et ce n'est pas la première fois que je mets mes services au service d'une cause. Et c'est toujours cette cause qui m'anime aujourd'hui. C'est toujours cette cause, c'est la cause du changement qui m'anime aujourd'hui. Comprenez ce que je veux dire? C'est la cause du changement. J'ai fait ma vie, et vous le savez, très tôt, parce que c'est comme beaucoup de choses que j'ai fait très tôt, et c'est cela. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à votre question, une fois que j'ai dit cela. Sauf si vous avez encore d'autres questions par rapport à cela, je pourrai toujours répondre. Mais je vous dis que dans quelques jours, vous aurez dans le site l'ensemble des informations que vous recherchez par rapport à tout cela. Donc, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Mais moi, je n'entre pas dans les polémiques. C'est pas... La polémique vraiment ne m'intéresse pas. Il y a trop de polémiques dans notre pays. Je viens de vous dire, voilà un pays où les gens passent le temps à s'attaquer, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est de construire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne le combat pour le changement. Qu'on gagne le combat pour le changement. Et que ce combat, pour le gagner, il faudra qu'on rassemble toutes les forces. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je n'ai pas, s'il y a encore des questions, quelqu'un m'a demandé, à un moment donné, est-ce que, pourquoi l'auditeur, dans sa note de synthèse, parle des hypothèses? Mais, en réalité, l'auditeur parle des hypothèses. Pourquoi il évoque des hypothèses? C'est par rapport au niveau d'information qu'on lui a donné. Je vous donne l'image que, d'ailleurs, Vincent Tuentu avait déjà donné dans une émission avec Nana Collins en expliquant que c'est comme une boîte mail. J'ai ma boîte mail. Si je vous donne le password, le mot de passe, pour entrer dans ma boîte mail, je supprime toutes les informations que je ne voudrais pas que vous voyez. Ensuite, je vous donne le mot de passe. Lorsque vous allez ouvrir ma boîte mail, vous ne verrez que les informations que vous y voyez, les informations que j'ai effacées, vous ne les voyez pas. Si vous voulez voir les informations que j'ai effacées, il faut aller chez l'éditeur du logiciel, c'est-à-dire Gmail ou Yahoo.com et ainsi de suite. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça avec cette infrastructure Give et tout ça. À un moment donné, on donne à l'auditeur l'accès à un niveau d'information. C'est pour ça qu'il travaille sur un niveau d'information limité et qu'il vous dit, à ce niveau d'information, je ne peux expliquer le cas que en faisant des hypothèses, qui a pu avoir ceci, qui a pu avoir cela, et ainsi de suite. Donc, il ne formule que des hypothèses d'explication, ce qui est tout à fait normal. Et il dit, pour confirmer, et il vous donne donc des hypothèses qui peuvent expliquer, c'est-à-dire les passerelles, les comptes parallèles, et ainsi de suite, sont des hypothèses qu'il formule, c'est tout à fait normal au niveau d'accès qu'il a. Et il vous ajoute que, pour confirmer cela, il faut que j'ai accès à l'éditeur, c'est-à-dire à l'éditeur où il se retrouve toutes les informations. Sauf que pour avoir accès à l'éditeur, il y a quelqu'un qui a signé le contrat avec cet éditeur et qui est dans le cas des PES, un représentant du MAC qui est Diogo. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je ne l'accuse pas, je donne les faits. Ce n'est pas une accusation. Je n'ai jamais accusé. Ce n'est pas ça mon propos. Et j'ai d'ailleurs dit que l'audit n'a pas pour but d'arbitrer un différend qui ne saurait exister entre le MRC et SCSI. L'audit n'a pas pour but, en tout cas en ce qui me concerne, d'arbitrer un différend ou un litige qui ne saurait exister entre le MRC et le SCI. Pourquoi? Parce que nous avons tous intérêt, si ce que on me dit qu'il y a eu un bug, techniciens disent qu'il y a un bug, mais moi, en tant que gestionnaire de SCSI, je ne vais pas me contenter d'un bug devant les donateurs, en leur disant qu'il manque plus de 300 000 €, vous savez, il y a eu un bug. Non, c'est irresponsable. C'est léger. C'est léger. Il faut qu'il y ait une tierce personne ayant autorité, capacité, qualité,
pour pouvoir le faire. Et donc, à ce moment-là, c'est cette personne qui peut vous permettre d'accéder, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout auditeur qui viendra, il peut être le Big Five ou I don't know, il lui faudra avoir accès à cela. Et si cette personne ne donne pas accès, c'est la justice. Il faudra avoir recours à la justice. Parce que c'est juste la justice qui pourra vous permettre, par décision judiciaire, d'ouvrir des machines, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir accès à cela. Voilà. Si c'est cela, expliquez cela. Bon, cette explication vous sont pesantes de toutes les façons, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, comme par exemple le fait que vous ayez pris sur vous, de façon unilatérale, la décision de publier la note de synthèse sans en avoir référé, entre guillemets. Non, je vous dis non, je vous dis non. Je vous dis non, je ne peux pas le faire. Je vous dis non. Je vous dis non. Je vous dis qu'il y a des mails, hein, il y a des échanges de mails. D'accord. Il y a des échanges de mails. Je ne sais pas, la technologie nous permettra peut-être de voir de publier tout ça. Avant de publier la note de synthèse que j'ai eue, puis justement le président de la CSI, je l'ai envoyé à Maurice. Je lui ai envoyé. Et il y a un mail. Et en fait, de nos échanges, quand je commence à lui expliquer, voilà, il me pose des questions et tout, de nos échanges, il se trouve que, en fait, je dis, mais peut-être faudrait-il, justement, parce que je lui donne certaines explications, il me dit, mais voilà, tu vois, quand tu m'expliques là, je comprends mieux. Vous savez, hein, je vous parle de Maurice, hein, c'est pas le MRC, hein. Ça, c'est mon frère, là, c'est pas les histoires dont vous êtes en train de parler, là. Je suis en train de parler, on sait ce qu'on s'est dit par rapport au Cameroun. Vous comprenez ce que je veux dire? On sait ce qu'on s'est dit par rapport au Cameroun. Maintenant, quand vous appartenez à une secte ou machin, ça c'est votre problème, mais c'est mon frère. Je veux dire que ça ne change pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que votre frère est parti dans un truc là que vous dites qu'il n'est pas votre frère. C'est votre frère. Donc, je sais ce qu'on s'est dit ce soir-là, tard, on échange. Et on échange, et à un moment donné, je dis, bon, je crois que peut-être il va falloir faire une illustration graphique. Il me dit oui. Et j'instruis l'illustration graphique immédiatement. Vous allez voir qu'entre la note que je lui envoie, il n'y a pas de graphique. La note qui va être publiée, il y a un graphique. Mais tout ça, c'est là. Ça y est, la note que je lui envoie n'a pas de graphique. La note que je reçois le matin a un graphique. Et c'est quand je regarde d'ailleurs ce truc-là, je dis, bon, reviser un peu, voyez un peu le graphique, et ainsi de suite, tout ça pour simplifier. Et c'est ça qui est. Mais quand j'ai dit cela, j'ai dit, ça c'est Maurice et moi. Vos histoires là, je ne suis pas dedans. Moi, je parle de quelqu'un que j'ai soutenu et de nos discussions et de ce que nous pensons pour le Cameroun. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. De ce que nous pensons pour le Cameroun. Voilà. Et une fois que je vous ai dit ça, je ne veux pas aller plus loin. Parce que nous aussi, on peut avoir notre femme là. Je veux dire, voilà, je m'arrête là. De toutes les façons, ce qu'on retient de cette histoire, c'est qu'il y a quand même, vous avez décidé par souci de transparence et par devoir de respect vis-à-vis des donateurs, de mettre à la disposition de toutes ces personnes ces informations à travers un site internet qui sera très certainement mis en ligne la semaine prochaine et on communiquera là-dessus. Bon, nous allons quitter la question sur SCSI et aborder une autre qui a trait à une activité. Heureusement, parce que vous savez, c'est quelque chose qui vous, ça vous titille tellement que je suis encore qui vont ressortir. Parce que, voilà. Non, j'avoue que j'avais encore plein de questions, mais bon, je vais attendre le site. Qu'est-ce qui vous manque? Je ne vois pas. Mais enfin, ok, je crois qu'il vaut mieux attendre le site. Hein. C'est préférable, oui. Parce que vraiment, vous risquez de faire de quelque chose d'absolument... vous ne pouvez pas. Je ne peux pas avoir promis transparence aux donateurs, mais vous-même, vous êtes là. On est en train les gens sont en train de dépenser l'argent du Covid, n'est-ce pas, n'importe comment. Il faut qu'on demande un audit. Vous trouvez ça normal? Quand il s'agit de nous-mêmes,
vous ne demandez pas d'audit. Mais enfin, je ne comprends pas. Les gens vont dépenser Cannes 2018, n'est-ce pas, ils sont encore en train de vouloir prendre des dettes, mais on va les poursuivre. Tiens, vous voyez, moi, les gens là, on va les poursuivre, qui veulent prendre les dettes là, on va les poursuivre. Si je dis moi là, c'est-à-dire on va les poursuivre. Agir, c'est-à-dire on va les poursuivre. Moi-même là, c'est-à-dire même individuellement, on va les poursuivre. Il n'est pas question que les gens, chaque fois, utilisent l'argent public, ne rendent pas compte qu'en 2018, on a dépensé de l'argent, les gens, on passe dessus, et on se met à, maintenant on est dans des querelles intestines, on est dans des querelles intestines, on oublie même l'adversaire qu'on a en face. Mais Serge, je vais vous dire, le danger du fanatisme, je vais vous dire, c'est que vous risquez de puiser vos munitions sur la mauvaise cible. Et lorsque la vraie cible va apparaître, vous n'aurez même plus de munitions. Vous n'aurez même plus de munitions. Ça, c'est dangereux. Vous risquez de puiser vos munitions sur la mauvaise cible. Et lorsque l'adversaire même sera en face de nous, on n'aura plus de munitions. Attention. Président, nous allons passer à une autre question. D'accord. Celle-là, elle est consécutive à ce qu'on va appeler l'après-régional 2021. Oui, oui. Vous dites, après l'installation des présidents de région, puis la nomination des secrétaires généraux des exécutifs régionaux par le président de la République, peut-on parler d'autonomie de façade? Et puis, il y a le cas de la région du littoral, avec, dans un contexte de revendication identitaire, un Bassa à la tête de la région, un peu comme un pied de nez aux communautaristes Sawa et autres. Bon, on connaît très bien vos positions tranchées sur les communautarismes et le clivage ethnique. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce qu'a vécu la région du littoral? Écoutez, d'abord de manière générale, ces régionales-là, décentralisées, je ne crois pas. Vous savez que, par exemple, si je ne prends que la position d'Agir, Agir est dès le départ fédéraliste. D'ailleurs, dans l'énonciation de ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que dès que la crise du Nozo éclate en 2016, je suis le premier à commettre un article et je demande à ceux qui gèrent, n'est-ce pas, la communication, de ressortir cet article où j'ai dit, je l'ai écrit en anglais et en français. En anglais, c'est The Anglophone Crisis, a historic opportunity to build inclusive leadership and political institutions. En français, la crise anglophone, n'est-ce pas, une opportunité historique pour bâtir des institutions et un leadership inclusif. Dans cet article, je te demande qu'il y ait un dialogue sincère, inclusif, franc. Vous comprenez? Et ensuite, je dis que ce système, ce régime a montré son incapacité à apporter des réponses aux problèmes des populations. Et je propose donc un système fédéral. Je propose le fédéralisme, n'est-ce pas? Mais je propose le fédéralisme pourquoi? Parce que c'est l'option qui est déjà prise dans le manifeste d'Agir comme réponse institutionnelle, n'est-ce pas, pour les solutions, pour les problèmes auxquels font face les Camerounais. Donc du coup, la question de la régionalisation telle que l'abordée ne me satisfait pas. Une fois que vous avez parlé d'un Bassa à la tête de la région du littoral, ce n'est que justice. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, j'entends souvent les Sawa et les Bassa. Mais non, les Bassa sont des Sawa, légitimement. Les gens qui disent les Sawa et les Bassa sont des Sawa. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous prenez le mot Sawa, c'est l'ensemble des populations de la côte, des communautés de la côte, qui, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'avant l'ère coloniale, n'est-ce pas, vivent là, ont toujours échangé entre eux, n'est-ce pas, ces communautés entre elles, au point de... Ils sont tellement brassés qu'ils ont développé une sorte d'unité socio-culturelle. Vous comprenez? Et quand je dis
À cet égard, il y a des évidences historiques, géographiques et anthropologiques. Pourquoi? Vous savez, je crois que je vous l'avais dit une fois, historiquement, les 3 communautés qui fondent le Ngundu, c'est les Douala, en réalité les Ngala, parce que le terme Douala, c'est un mot que les Allemands ont forgé. Mais les Ngala, on pourrait dire ça comme ça. Les historiens pourront vous l'expliquer après, les linguistes pourront vous l'expliquer après. Donc les Douala, les Bassa et les Bakoko. C'est eux qui sont les communautés fondatrices du Ngundu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et historiquement, ils vont également vous le montrer. Maintenant, géographiquement, mais géographiquement, Serge, de mon Daïdo natal, je fais 5 minutes pour être en Dogbong. Et quand j'ai dit Dogbong, je ne suis plus en train de parler Douala. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Même la fameuse cité sikh, Bassa, vous comprenez? Bon, atteste que les populations qui sont là, donc qui sont sur la côte, ce sont des Bassa. Quand je dis Lopong, c'est-à-dire au bord du Vouri, vers Aquanor, Lopong, je ne suis pas en train de parler Douala. Lopaba, je ne suis pas en train de parler Douala. Ndokoti, Ndopassi. Quand je vais vers Yassa, c'est les communautés Bakoko qui sont au bord de l'eau. C'est-à-dire, et les communautés du Mungo, n'est-ce pas? Les communautés du Mungo. C'est-à-dire que vous prenez, dans les communautés du Mungo, que vous prenez les Bakwiri, les Bakundu, que vous prenez les Abor, que vous prenez les Bakaka, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et là-bas encore, vous trouvez encore les Bakoko, c'est-à-dire de l'autre côté du Mungo, vous les retrouvez là-bas aussi. Vous comprenez? Tout à fait. Et ce sont des communautés qui ont toujours eu un trait de relations de par l'eau. Maintenant, aussi. Mais j'allais venir à celle d'une cam. Celle d'une cam que vous allez voir, n'est-ce pas, qui, lorsque tu pars de la rivière Cam, tu descends à Daïdo, c'est le premier port que tu trouves. Maintenant, quand tu vas dans celle de la Sanaga maritime, où tu vas trouver les Malimba, les Bakoko, les Pongo Songo, c'est-à-dire que vous allez encore les trouver là-bas. Mais en fait, à titre anecdotique, ma famille maternelle étant Malimba, le premier maire de Dia s'appelait Eben Tikanda Henri, mon oncle maternel. Ce monsieur, en dehors de son Malimba, je vous dis que quand vous prenez le Malimba habituellement, c'est en fait le Douala pur. C'est-à-dire inaltéré parce que c'est une île, l'île Malimba. Vous comprenez? En dehors de son parler Malimba, il parlait Douala, Bassa, Bakoko, sans problème. Parce qu'il était dans son écosystème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il était dans son écosystème. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il n'y a que des gens qui sont dans une dynamique sectaire, qui pouvaient ne pas rassembler. Et comme je ne suis pas dans cette dynamique, je rassemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut rassembler. Les gens sont sentis frustrés à un moment donné. Il faut rassembler. Mais je peux aller plus loin. Parce que pour les gens qui ne savent pas, quand je remonte pour aller au Congo, quand je prends une langue comme le Lingala, quand il dit l'éléphant, il dit Nzoke. Le Bassa dit Ndjok. Le Douala dit Ndjo. Et vous allez voir, le Bassi va dire Ndjoke. C'est pour ça que vous voyez Manu Bango Ndjoke, mais Ndjoke. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Et vous voyez bien la similitude des langues. Quand il dit mariage, n'est-ce pas? Le Douala dit Diba, le Bassa dit Liba, et le Lingala dit Libara. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'arrête là. Ceux qui voudront faire la recherche linguistique pourront rapprocher ces populations et voir que c'est les mêmes populations. Mais quand on a des vues sectaires, on cherche toujours à diviser, à segmenter. Non, c'est des gens qui se sont brassés depuis bien avant le colon pour avoir cette espèce d'unité socio-culturelle. Et au-delà de ça, la côte a été se creuser, n'est-ce pas? Je vous dis se creuser, qui a reçu y compris les peuples d'outre-mer qui venaient, n'est-ce pas, pour forger, se mêler à nos propres vies. Et c'est ça, en réalité, c'est pour ça que j'insistais que
c'est ça le creuset du Cameroun. Et l'esprit qu'on aurait dû continuer de défendre pour le Cameroun. C'est cet esprit comme Rome, l'Empire romain. C'est ça qu'on aurait dû continuer de défendre. Et c'est ça aussi, quand je parle de ça, une partie de ma bataille, c'est de rassembler ces peuples qui ont toujours vécu ensemble. Je ne veux pas tomber dans le piège de quelqu'un qui a voulu les diviser. Ils ne sont pas divisés, c'est les mêmes. Les Bassas sont des Sawa. Comprenez? Les Bassas sont des Sawa. Et légitimement. Comprenez? Tout à fait. Voilà. Le président va aborder une autre question, un tout autre sujet. On va parler un peu de football, on va parler du CHAN, qui s'est finalement tenu au Cameroun. Et puis on retiendra, par rapport à cet événement, là, deux faits majeurs. Premièrement, qui n'est pas une surprise, la pire performance des locaux, l'équipe nationale camerounaise. Et puis, un scandale sanitaire, si on peut l'appeler ainsi, et on devrait même l'appeler ainsi, celui des tests controversés de Covid-19 faits aux membres de la délégation de RDC. Ces tests se sont avérés faux, et plus grave, les résultats de ces tests ont été communiqués à la délégation de RDC à l'occasion d'une conférence d'avant-match par leur adversaire du jour, le staff de l'équipe camerounaise. Ce scandale pourrait d'ailleurs valoir au Cameroun une procédure judiciaire si on s'en tient aux déclarations de la Fédération congolaise. Qu'est-ce que vous pensez de façon globale du football camerounais qui, au finish, se pratique plus dans les bureaux et les prétoires que sur les terrains aujourd'hui? Bon, écoutez, s'agissant des tricheries de Covid, rien ne m'étonne. Dans un pays où la corruption est devenue un sport national, dans un pays où la corruption est devenue un pays national, vous venez m'annoncer toutes ces tricheries-là, n'est-ce pas, ces manipulations, rien ne me surprend là-dedans. Rien ne me surprend. Mais dans un pays où il n'y a pas de normes de transparence, dans un pays où je vous dis souvent que les vecteurs de base qui ont tiré le leadership, c'était la division et la corruption. Quand vous avez dit les vecteurs de base qui ont façonné la culture des Camerounais, c'est la division et la corruption. Je le dis, c'est comme si vraiment vous ne voyez pas ce que je dis depuis le début. Depuis, je ne fais que répéter que voilà un leadership qui a utilisé deux vecteurs, la division et la corruption. Maintenant, vous regardez les histoires comme le Covid, les tricheries, qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Vous allez ensuite regarder les résultats du football, qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Voilà un pays où la corruption étant à l'origine, mais vous ne pouvez rien gagner par l'effort, c'est toujours par la tricherie. Mais lorsque vous avez parlé du Covid, vous oubliez l'ENAM, vous oubliez les examens de l'ENAM, vous oubliez la justice. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Il n'y a rien. Et je vais même vous dire, j'ai suivi une émission de Jules Nyonga, il y a quelque temps à RFI. Il était en train de fustiger Abel Bengue. Il y a des gens qui ne respectent même pas, à un moment donné, des choses. Fait. Il expliquait bien que le football, le développement du football ne passe par un travail, par une organisation. Et si je voudrais vous dire que si on avait un leadership qui ne soit pas fondé sur la corruption, ce que le leader aurait dit par rapport à toutes ces grandes manifestations sportives, ce n'est pas les infrastructures, le ciment, le béton. Il aurait dit, je voudrais que ces manifestations aient un impact, n'est-ce pas, économique, social, culturel et sportif sur toute l'étendue du territoire. Je voudrais que les 58 départements du Cameroun retiennent chacun, n'est-ce pas, un souvenir de cette manifestation au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan sportif. Et ayant donné cette vision, il aurait donné 3 mois aux équipes, au groupe d'équipes qui font ça, amenez-moi le dessin. Et il demande donc, montrez-moi comment les 58 départements vont être impactés par
la canne ou la channe, selon ce que vous voulez. On lui aurait dit, regardez, il a dit, mais chaque département, ça suppose que ce leadership travaille. Hein. C'est eux qui travaillent. Parce qu'il a donné la vision. Il dit, bon, je vous donne 3 mois, montrez-moi comment chaque département va être impacté par ces manifestations. Du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue sportif. Mais, cerise sur le gâteau. Vous avez un entraîneur comme Jules Nyonga, qui a entraîné les plus petits jusqu'aux plus grands. 50 ans d'expérience. Vous avez une manifestation comme la CHAN. Il n'a même pas d'invitation. Il n'a même pas d'invitation. Comme Jean-Paul Akono. Vous trouvez le moyen, par contre, de donner les invitations à, comment il s'appelle, le français, là, Paul Leroy, Claude Leroy. C'est pourquoi. C'est pourquoi, expliquez-moi. Et vous construisez des stades, mais on reviendra là-dessus parce que j'espère qu'on a une émission spéciale. On fera une émission spéciale. Vous faites venir des matériaux préfabriqués sans impact dans le pays. Alors qu'on vous dit qu'en 70, les 2 stades, que ce soit Omnisport de Panda ou Omnisport ici, Stade Amadou Ahidjo, n'est-ce pas, ont été construits par des entreprises locales. C'est ce qu'on fait. Mais vous me semblez étonné par la tricherie pour les Covid. Mais c'est comme si quelque chose vous surprend. On veut le changement là, pourquoi? Mais si ça marchait bien là, on serait en train de chercher le changement. On veut le changement là, pourquoi? C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que je soupçonne que ces gens-là qui sont en train de m'attaquer là, ils doivent être les agents de ce régime. Ils doivent être les agents de ce régime. Parce que, en fait, un régime comme ça qui est acculé cherche à diviser les forces de changement. Mais nous, on n'accepte pas la division des forces de changement. Ben, nous arrivons au terme, hein, Président, de notre entretien de ce jour. Il y a tellement de questions à aborder, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mais on aura la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on parlera de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'accord. On parlera de l'épineuse question de la dette camerounaise. Absolument, oui. On parlera d'une question qui tient quand même à cœur, c'est celle de la fracture intergénérationnelle au Cameroun. Absolument. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros fossé entre les différentes générations. Et est-ce qu'on peut construire un pays avec une division aussi marquée que celle-là? C'est vrai que c'est une grande préoccupation à agir. Hein. Cette soudure, que j'appelle cette soudure intergénérationnelle. Je suis là pour passer le relais. Tout à fait. Je suis tellement préoccupé par cette soudure. C'est une grande préoccupation d'agir, d'assurer cette soudure intergénérationnelle. C'est très important. Voilà. Donc, ça fait partie des sujets que nous allons ensemble aborder la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer. Et je voudrais passer un coucou particulier aux formidables équipes de Agir, disséminées dans le monde, et un coucou particulier à un membre de Agir, M. Ahmed Fonyonga, qui est en Arabie Saoudite et qui nous suit avec sa petite équipe très assidûment. Mais, Président, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Président.